Julia Morgan, je suis très heureux de te retrouver pour ton interview Vraie Histoire. On va découvrir ensemble ta vraie histoire qui va nous permettre de mieux comprendre qui tu es, mieux comprendre celle qu'on voit à la télévision ou au travers de tes posts sur les réseaux sociaux également. Et moi, je considère qu'une histoire, elle s'ancre souvent dans les bases que sont la religion, la foi, la spiritualité. Je sais que tu es une grande spirituelle et je sais que tu adores parler de ce sujet-là. Et je sais même que tu as des tatouages qui sont en lien avec ta foi. Est-ce que tu es croyante? Oui, oui, oui. Tu crois en quoi? En une protection divine, en quelque chose qui nous est supérieur. Alors c'est très abstrait en soi, mais sans être une fervente pratiquante. J'ai mes moments où j'aime avoir mon petit temps de prière. Ça compte pour moi, voilà, simplement. C'est ma manière à moi de pratiquer. Mais tu penses que c'est quelqu'un qui est au-dessus? Tu penses que ça se matérialise au travers de la nature, de ce qui nous entoure? Comment tu vois cette protection divine? Ouais, quelque chose qui est au-dessus de nous. Par exemple, un exemple, je crois énormément au destin, aux signes, aux opportunités. Pour moi, s'il arrive quelque chose dans ma vie, même si c'est un événement extrêmement négatif, je vais essayer de me dire, oui, mais dans ces moments négatifs, j'en ai tiré ça, ça et ça. C'était peut-être une épreuve pour rebondir. J'ai envie de faire telle chose, je peux pas. Ben, peut-être que c'était pas ce chemin vers lequel je devais aller. Tu vois, ce genre de choses, comme voilà, une entité, une aura extrêmement positive et puissante qui est au-dessus de moi. Tu as un tatouage sur l'omoplate qui a une grande signification. Oui. Je peux la partager, cette Bien signification? sûr. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et Oui. ne nous expose pas à la tentation mais délivre-nous du mal. Amen. C'est dans la Bible. Oui. Pourquoi cette phrase-là? C'était une sorte d'autothérapie pour justement être plus douce, avoir un cœur plus grand, une capacité de pardon plus grande. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà, c'est la phrase qui part d'elle-même. Être moins catégorique, moins virulente, plus souple, plus compréhensive. Et c'était un petit rappel. Alors qu'en soi, je ne peux pas lire, quand on se le dise. Mais il est là, je sais qu'il est là. Ça me tenait à cœur de l'avoir sur moi. Tu as offensé? Tu as déjà été offensé? Qui ne l'a pas été. Tout le monde. J'ai envie de dire, oui. Et même des fois, est-ce que j'ai offensé volontairement, involontairement surtout? Oui. Et on aspire tous à être une bonne personne, à tendre vers le bon, à tendre vers le haut. Alors, c'est vrai que c'est une démarche compliquée parce qu'on est dans un monde où malheureusement, on souffre tous des attitudes des gens sans le savoir. Peut-être que la personne en face prend un petit peu moins de pincettes. Donc c'est compliqué de tendre à être quelqu'un d'honnête, de sain, de bon, alors que la personne en face n'a pas spécialement cette même intention. Mais c'est ce que j'aspire à être et j'essaie. C'est facile de composer avec tous ces préceptes, toutes ces valeurs et la télé-réalité? Je pense que la télé-réalité de base ne nous fait pas changer. Ça extrapole juste nos traits de caractère, sans les met en lumière. C'est pour ça que, par exemple, quand on dit oui, les gens de la télé, ce sont tous des abrutis. Ben non, pas du tout. Ça met juste en lumière la personne que nous sommes. Si de base, tu es quelqu'un de très marrant, de marrant dans la vie de tous les jours, à la télé, tu vas être très drôle. J'en connais plein, moi, des candidats à télé qui, dans l'intimité, avant même la télé, étaient ce qu'ils sont aujourd'hui à la télé. Donc, est-ce que ça... Est-ce que c'est en opposition? Non. Non, on est la personne que l'on est de base dans notre vie intime. Et la télé, ça nous met juste en lumière. Dans quel cadre familial est-ce que tu as grandi? Dans quel environnement social? J'ai grandi dans un milieu relativement modeste. Voilà, je n'ai pas à me plaindre, je suis très fière de là où je viens. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que chaque fois qu'on me pose la question et que je dis d'où je viens, on me dit oh, mais c'est ce qui est filmé à la télé, les endroits qui craignent à Marseille. Alors, il me semble que tu me l'avais dit une fois. C'est Marseille Nord, c'est ça? C'est ça, les quartiers nord de Marseille. Les quartiers nord de Marseille. Qui ont une réputation horrible quand tu en parles parce que souvent les médias en dépeignent un portrait vraiment pas glorieux. Un petit peu. Il y a les quartiers sud et les quartiers nord qui en soi ne signifie rien du tout. Il y a des crapules partout, des bons et des mauvais partout. Mais bon, donc oui, je suis très fière de là d'où je viens, parce que du coup, à chaque fois, on s'imagine que c'est un endroit où on passe une frontière et il y a des gens, les cow-boys et les Indiens, alors absolument pas.
Et donc voilà, j'ai grandi là. J'avais donc ma mère et mon père. Ça a toujours été un petit peu compliqué entre eux. Disons que mon père a très vite quitté le navire. Il n'était pas à l'aise avec cette idée de paternité, à mon avis. Il ne savait pas trop comment y faire, je pense. T'avais quel âge? Ouais, quasiment toujours. Mon père m'a pas inculqué d'éducation à proprement parler. Donc, quand tu dis il a quitté le navire, ça veut dire très tôt. Ouais, très tôt. Il s'est pas investi au niveau de mon éducation. C'est ma mère. Je dois tout à ma mère. Je jette pas la pierre sur mon père, mais c'était pas un rôle de papa. Ça a plus été un rôle d'un grand frère. Il n'avait pas d'autorité, mais pas parce que je ne respectais pas son autorité, mais parce qu'il ne s'est jamais imposé en tant que figure d'autorité. Ça t'en avais besoin? Tu le demandais? Oui. Alors, est-ce que je le demandais? Je ne sais pas. Aujourd'hui, à 26 ans, avec toutes les auto-psychothérapies que j'ai pu me faire, je sais que c'est quelque chose dont j'aurais eu besoin, vu que je l'ai cherché après dans toutes mes histoires amoureuses. Donc après, faut pas avoir fait bac+12 en psycho pour savoir que les failles dans notre vie amoureuse proviennent très généralement des failles qu'on a pu avoir dans notre enfance ou dans notre adolescence, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Mais avec du recul, je pense que j'en aurais eu besoin. Parce que même si ma mère a assumé à la perfection les deux rôles, j'aurais eu besoin, moi, d'une autorité masculine. Et là, je tiens à faire un petit attention. Je ne remets absolument pas en question l'équilibre d'un enfant provenant d'un couple homosexuel. Je ne dis pas du tout qu'un enfant, pour être équilibré, il faut qu'il ait un homme et une femme. Absolument pas. Oula, si tu dis ça, c'est qu'on a dû déjà te faire le reproche. Ah ben alors, figure-toi que non. Mais t'as peur. Mais voilà, puisque moi-même en le disant, je me mets à la place de la personne qui va m'entendre et je me dis alors attention, je parle de moi, c'est mon avis. Chaque fois, c'est auto, c'est mon avis, ma réflexion, mes besoins. Demain, je dis pas qu'un enfant qui a deux papas ou deux mamans a une carence, absolument pas. Ce n'est pas ce que tu as dit. Voilà, donc je tiens vraiment à dire, mais je sais que moi, à mon niveau à moi, j'aurais eu envie d'avoir ce côté paternel qui me protège. Je suis fière de toi, ma fille. Ma fille, tu sais, les hommes voient ça de telle et telle manière, tu vois. Et ça, justement, sans revenir sur lui, ça a été Yann le premier à me mettre un petit peu des règles. Et lorsque j'obéissais, j'aime pas ce terme, il est très péjoratif, mais lorsque j'allais dans son sens, il était fier de moi et il me disait « je suis fière de toi ». Mais moi, pour une petite fille qui n'a jamais eu son papa, qui lui disait « je suis fière de toi, ma fille », j'ai dit « mais waouh, un homme qui est fier de moi ». Et du coup, j'ai assimilé justement le côté cadre strict avec l'amour. Vu que mon père, je sais qu'il m'aimait, c'est mon père, et puis il fait ça, je suis plutôt cool comme fille, ça va, tu vois. Mais de par son désintérêt, je me disais, peu importe ce que je fais, en fait, il n'est pas fier, il s'en fiche. Donc grâce à Dieu, j'ai une maman qui vraiment a été extraordinaire à ce niveau-là et a compensé ces carences-là, son absence. Mais dans le fond, je pense que j'en aurais besoin. Tu le vois encore, ton papa? Non. Plus du tout? Alors c'est simple, il n'a jamais connu Bastien, donc je n'ai même pas pu lui présenter l'homme avec lequel je me suis mise en ménage. Ou des exemples bêtes, mon père est manuel. Il est très manuel, c'est dans son corps de métier. Et quand j'aménageais avec Bastien, dans l'appart, il y avait 2-3 petits bricolages à faire. Et il a dû beaucoup solliciter son père, qui a été incroyable parce que du coup, il s'est énormément impliqué dans les travaux, dans les petites choses à faire. Et ça me faisait vraiment mal au cœur parce que je me disais, mais j'aurais pu appeler mon père, il aurait pu le faire aussi. Il y en aurait une ou deux papas en train de bricoler, tu vois. Et en fait, non. Il est dans la nature, je sais pas où il est, je sais pas ce qu'il fait. T'as déjà été en colère? Extrêmement. Extrêmement parce que, je sais pas s'il y a des pères de famille, des papas qui me regardent, mais je trouve ça quand même assez incroyable d'avoir une enfant. J'ai une petite sœur, mais je vais parler de moi, on va dire. Je préserve ma petite sœur. C'est quand même incroyable d'avoir une enfant qui ne te manque pas quand tu ne la vois pas. Enfin, je suis pas une enfant compliquée, j'ai pas eu une crise d'adolescence existentielle où j'envoyais tout en boule, où j'ai hurlé, où je l'ai insulté. J'ai toujours été une ado relativement cool. Enfin, ça va, tu vois. Donc je me disais, c'est bizarre quand même quand il s'absente et que j'ai pas de nouvelles de lui pendant plusieurs mois. Je lui manque pas. Il se demande pas, ma fille, ce qu'elle fait. Depuis que je fais de la télé. Tu n'es pas fière, ou pas, peut-être, peu importe, mais de savoir que ça va, je fais pas n'importe quoi, que j'ai plutôt une image relativement lisse. Rien. Il s'en fiche. Ou peut-être pas, mais dans tous les cas, il ne se manifeste pas. Donc, est-ce de la pudeur, de la maladresse? Peut-être, je lui octroie ce doute, mais en attendant, dans les faits, moi j'avance et il n'est pas là.
Et c'est triste parce que je suis passée de la petite fille qui avait besoin d'un papa à une jeune femme aujourd'hui qui n'en a plus besoin. C'est-à-dire que si demain il revient dans ma vie, ben... J'allais te poser la question. C'est ça. S'il se manifeste. Ben, j'ai plus besoin d'un papa. Enfin, non, on a tous toujours besoin de ses parents. C'est pas ce que je veux dire. Mais disons que la faille qu'il a laissée, la carence, au niveau ne serait-ce que de l'éducation, aujourd'hui c'est irrémédiable. Donc revenir dans ma vie, sur le papier, tout le monde peut revenir dans la vie. Il y a des gens qui se retrouvent des fois même à 30 ans après. En soi, on a toujours besoin d'un parent. Mais trop de cassures, des déceptions et des mises en garde. Je ne suis pas méchante, mais pour moi, la famille, ça ne peut pas se manquer. Il y en a des fois qui me disent, c'est dur quand même. Je dis, mais non, bien au contraire. On peut pardonner à un ami à la rigueur. On n'a pas de lien de sang, on est obligé de rien. Mais un parent qui te déçoit, un parent qui crée des failles en toi, qui fait un effet boule de neige, arrivé à 25-26 ans, tu te rends compte que j'ai plein de carences, que j'ai plein de failles. Je me suis auto-psychanalysée en me disant, pourquoi avec tel homme et tel homme ça n'a pas marché? Quel était mon problème? Mais parce que j'ai toujours voulu chercher ce papa que je n'avais pas eu. Mais sauf que je faisais mes crises d'adolescence à mes chéris. C'est pas le but de mon chéri, de devoir gérer mes excès de colère et mes crises d'adolescence. Et au final, je leur ai imposé. Alors que peut-être, c'est pas sûr. Si de base, j'avais eu sa présence normale, peut-être que j'aurais pas cherché ça. Pourquoi j'ai couru tant de temps après Yann? Je cherchais son approbation, je cherchais la fierté dans les yeux de Yann. Parce que c'était le premier homme à être fier de moi. Tu vois un peu tout ce mécanisme derrière, tout ce que ça a engendré. Donc... Tu penses que ça peut engendrer d'autres choses? Tu penses que ça peut avoir un impact sur ta future vie de famille, de maman? Me concernant, je ne pense pas. Par contre, des fois, quand je vois des papas de mon âge à peu près être très papa-poule avec leur fille et dire « ma fille, c'est ma fille », ça me fait un petit quelque chose quand même. Parce que je trouve ça beau de dire « ma fille ». Oh, arrête, tu vas me faire pleurer. Il fallait, c'était sûr. T'en parles avec ta maman? Oui, énormément. C'est pas tabou? Absolument pas. Ma mère, et encore une fois, je ne remercierai jamais assez le ciel d'avoir une mère et une relation comme j'ai avec elle. C'est de la totale transparence. Ma mère ne m'a jamais interdit de rien, jamais obligée de rien. Elle m'a toujours laissé le libre arbitre et tous mes choix. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu vis-à-vis de la relation que j'ai eue avec mon père. Et je vais même dire mieux, même si entre eux, ça n'allait plus. Elle a toujours fait le nécessaire. Ma mère a toujours dit, ça n'a peut-être pas été le meilleur des maris, mais c'est un bon papa. Parce qu'il était gentil, on allait faire les magasins. C'était sa manière de me montrer qu'il m'aimait. Enfin, que je comptais pour lui. Mais sauf qu'au bout d'un moment, en fait, ça crée des failles, ça crée des carences. Et je le méritais peut-être pas quand même. Enfin, personne ne le mérite, hein, mais il aurait pu faire autrement, je pense quand même. T'étais comment quand t'étais à l'école? Elle était comment la petite Julia? Bonne élève, dans le sens où j'étais pas celle qui allait faire le bordel, j'étais pas celle qui allait manquer de respect aux professeurs. Par contre, j'étais pas scolaire, j'ai un manque de concentration incroyable. Donc j'étais celle qui avait des notes... J'étais celle qui avait entre 9 et 13. J'ai eu mon bac. Je sais pas comment d'ailleurs, mais grâce à Dieu, je l'ai eu. Et j'étais moyennement investie. Et t'étais comment vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton apparence, de l'image que tu reflétais, étant adolescente à la puberté? Est-ce que tu as toujours été à l'aise avec celle que tu étais, celle que tu es? Non, non. J'ai toujours été... comment dire? Alors là, je vais te faire vraiment... Alors là, c'est l'introspection la plus profonde que j'ai pu faire dans ma vie. J'ai toujours été extrêmement proche de ma maman. Je reviens vraiment à la base. Étant comme la petite fille de ma mère. Parce que du fait justement que mon père n'ait pas été présente, ma mère m'a surprotégée, m'a surchouchoutée. Et je me suis toujours considérée comme étant la petite fille de ma maman. Et même aujourd'hui, quand on parle de moi en utilisant l'adjectif femme, je trouve que ça me fait bizarre. Parce que je suis une femme, moi. Tu vois, je suis plus encore la petite fille de ma mère, tu vois. Et je pense que même physiquement, c'était un chemin que je voulais aussi avoir. J'avais du mal avec le fait d'avoir trop de forme. Parce que un corps avec une poitrine généreuse, de belles hanches, de belles cuisses, de belles fesses, c'est un corps de femme. Pas que celles qui n'ont pas de forme ne sont pas des femmes, tu m'as compris ce que je veux dire. Je parle toujours du côté femme et enfant. Tu vois, c'était le parallèle entre... En tout cas, dans ta tête. Encore une fois, bien sûr, je ne fais pas de généralité, c'est ma vision des choses, encore une fois. Et pas qu'une femme qui soit très fine
n'en sois pas une, on s'est compris. Et du coup, je ne me voyais pas avoir ce corps-là développé avec une mentalité de petite fille. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme si inconsciemment, je voulais garder cette allure frêle, petite, comme si j'avais besoin que même physiquement, je me sente protégée, je me sente chouchoutée. Et c'est vrai que depuis toute petite, je me souviens avant même d'être dans mon cycle, d'avoir mes menstruations, on va dire ça comme ça, je me revois dire à ma mère, maman, avec mes petites mots de petite fille, maman, c'est vrai qu'une femme, quand elle a ses règles, elle prend du poids. Mais je te dis ça, je devais avoir 12 ans, même pas, tu vois. Déjà, ça s'était ancré dans ma tête comme quelque chose que j'avais pas envie. Donc, à la puberté, j'avais une poitrine extrêmement généreuse. Tu vas croire, mais j'avais une très grosse poitrine, plus de forme, et ça ne me plaisait pas. J'étais pas à l'aise avec ce corps-là. Et c'est pour ça que, par exemple, là, lorsque je me suis séparée de Bastien, j'ai perdu beaucoup de poids. Et je reconnais que sur les réseaux, ça avait fait 2-3 petites polémiques. Et elle est maigre, elle fait l'apologie de la maigreur. Les gars, je suis juste bien dans ma peau et je m'affiche en maillot. Alors peut-être vous me trouvez trop fine, mais je suis bien ainsi. Aujourd'hui, j'ai repris, pas beaucoup, 3-4 kilos max. Et j'ai du mal. C'est un nouveau corps que je me réapproprie. Et j'en parle un petit peu sur les réseaux. Des fois, je mets des photos de moi en maillot, parce qu'il commence à faire beau, donc on fait des selfies en maillot, logique. J'ai du mal, mais la photo, je la poste quand même. Parce que je me dis, c'est mon corps, je suis comme ça. J'arrive à 26 ans, il faut arrêter de faire la course au kilo. C'est pas le but, c'est pas sain, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Donc, je suis dans une phase d'acceptation. Mon corps change, je maigris. Moi, mon alimentation joue énormément avec mes émotions. Quand je suis malheureuse, je vais perdre beaucoup de poids parce que mon appétit est coupé. Quand je recommence à être un peu épanouie, que je passe un bon moment, je vais être plus tentée de manger. Donc, mon poids fluctue. Je fais du sport derrière pour prendre soin de moi et faire attention aussi à ma santé et à ma ligne. C'est la vie. Je me tracasse plus. Et c'est justement ce que j'essaie de faire avec ma communauté. Ils doivent dire, elle est au bord de celle-là. Mais c'est mon petit journal intime, c'est mon petit côté. Je me confie à vous, j'ai pris du poids, je m'assume. Tu t'aimes aujourd'hui? La dernière fois qu'on m'a posé cette question dans Les Princes, j'ai éclaté en sanglots. Mais alors, est-ce que je m'aime? Je ne me désaime pas, on va dire. Disons que je m'accepte. Et j'essaie de travailler pour tendre à plus. Tu te trouves jolie? Comme tout le monde, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais je suis dans une sphère tellement positive des réseaux sociaux où j'ai relativement que des bons retours. Dans une ambiance tellement, tellement généreuse et tellement positive. Et que, disons, j'y crois. Voilà. On me valorise, et je dis merci. Je te propose qu'on s'intéresse à tes goûts. J'aimerais savoir quel est le livre qui t'a marqué au cours de ta vie. Je sais que tu es très polar. Non. Ah, non, je ne savais pas alors. Bien au contraire. Je ne lis que des histoires vraies, que des témoignages, que des livres relatifs à la psychologie, beaucoup. J'adore ça. Un livre qui m'a marqué en particulier, c'est le dernier que j'ai lu. Et j'ai complètement oublié le titre. T'inquiète. Ah, scandale. Ça t'énerve, tu veux regarder? Franchement, je peux voir? Ouais, vas-y. Alors, le titre c'est Tristesse, peur, colère, agir sur ses émotions. Ah d'accord, donc tu es très développement personnel, analyse, rétrospective. Le développement personnel, pour moi, c'est quelque chose de trop abstrait, trop de règles générales qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Moi, j'ai besoin d'avoir des livres très ciblés dans lesquels je peux vraiment me sentir touchée, quitte même à pleurer. Et là, ces derniers temps, j'ai passé une phase où j'étais profondément triste, très très mal. J'ai lu ce livre, j'ai surligné quasiment tous les passages et il m'a chamboulée, vraiment. C'est beaucoup dans l'autopsychanalyse. J'aime beaucoup faire ça. Des fois, je parle seule, on dirait une folle, mais je m'autopsychanalyse beaucoup. Il m'a beaucoup touchée. Qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist? T'écoutes quoi? Mais alors là, c'est le cirque, ma playlist. J'ai de tout, moi. Tu le sais, grande fan de Britney Spears. Donc, c'est-à-dire que je vais te chanter du Lucky Baby One More Time à fond dans ma voiture. Une énorme fan de rap français. Alors le rap français, les psychiatres de la rime, tout ce qui est la crime, l'Alonso, les snipers, mais alors là je me régale aussi. Et à côté de ça, des sons beaucoup plus tough. Rien à voir. Tu cuisines? Pas du tout.
En fait, je cuisine ce que je mange. Et dans la mesure où, alimentairement parlant, je m'impose beaucoup de... Restriction? Ouais, mais alors c'est une connotation péjorative. Je me D'accord. prive pas, mais disons que... Mais je mange pas de burger. Mais voilà, le végétarien qui n'a pas envie de manger de viande parce que c'est pas dans ses mœurs, ensuite il ne se prive pas. C'est vrai. C'est sa volonté. C'est vrai. Voilà. Donc, disons que le futur homme qui partagera ma vie sera très fit. Mais j'apprendrai. En termes de fringues, c'est Ouais. quoi ta tenue de prédilection? Qu'est-ce que t'aimes? Comment tu définirais ton style? Très paradoxal. Je passe 3/4 de mon temps en jogging avec des gros pulls XXL. Je me perds dans mes fringues et j'adore ça. Mais autant à côté, j'ai ce côté très femme fatale développé. En tournage, par exemple, je vais adorer mettre des robes très moulantes, pas vulgaires, mais très moulantes, des talons. C'est cette ambivalence-là qui est à la fois le côté un petit garçon streetwear et cette femme fatale très assumée. Est-ce que tu as des passions, des hobbies quand tu es loin de ton téléphone portable, loin des sets de télévision? Qu'est-ce que tu fais qu'on ne sait pas? Je pense que tout le monde sait plus ou moins ma vie, mais j'aime beaucoup faire mon petit sport, ça toujours. Et je lis énormément. Et j'ai aussi une passion incroyable pour certaines vidéos YouTube. Voilà. Et enfin, j'aime beaucoup terminer l'interview Vraie Histoire par la citation favorite de mon invité. Quelle est la tienne? Alors, il y en a énormément qui me passent par la tête, mais instinctivement, de par le monde dans lequel on est actuellement, je dirais heureux ceux qui, pour briller, n'éteignent pas les autres. Pas très originale, mais elle est très vraie et très profonde. On finit là-dessus? Oui, chef. Bah oui, c'est positif comme Oui. ça. Merci vraiment pour tes confidences. Merci à toi. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Vous pouvez vous rendre sur les réseaux sociaux de Julia Morgante. Son Insta, c'est Julia Morgante et son compte Snap, c'est Julia MRGT. Merci mille fois. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle interview. Vraie histoire. Prenez soin de vous et dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Voilà, c'est très important. Oui.